Bonjour à tous. Je suis, comme toujours, Catherine Baudry, la directrice du partenariat pour l'Organisation de l'innovation et des nouvelles technologies, communément appelée 4.0. Il me fait grand plaisir de vous accueillir ce matin à ce webinaire de la série des points d'ancrage sur les trajectoires d'innovation dans l'industrie de la construction. Pour vous rappeler, 4.0 a pour objectif d'étudier comment les écosystèmes contribuent à augmenter la performance d'innovation du pays et à développer de nouveaux indicateurs pour mesurer cet impact. On travaille déjà à la suite de 4.0, qu'on a appelé 5.5, où on va mesurer des impacts beaucoup plus étendus que ce qu'on mesure actuellement. Vous risquez d'être sollicité dans les semaines et mois à venir. Donc, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter les chercheuses, la chercheuse et les chercheurs impliqués dans le projet. Donc, d'abord, un bon collègue et ami, Mario Bourgault, qui est professeur titulaire à Polytechnique Montréal Bonjour. et enseigne la gestion de projets technologiques depuis plus de 20 ans. Donc, tant au niveau de la formation d'ingénieurs qu'au niveau des études supérieures. Ensuite, Gonzalo Lizarralde, qui est aussi membre de 4.0, professeur titulaire à l'Université de Montréal. Il s'intéresse à la compréhension des processus de projet et à l'analyse des risques des logements sociaux et de l'informalité en milieu urbain. Ensuite, un de ses collègues, toujours à l'Université de Montréal, Daniel Pearl, il est également associé et cofondateur de l'Office de l'éclectisme urbain et fonctionnel, donc l'OEUF, et il travaille principalement dans les domaines de l'architecture environnementale, du logement urbain, de la rénovation résidentielle voyons, euh, et commerciale. Excusez-moi, je me suis perdue dans la lecture de la bio. Et finalement, pour couronner le tout, on aura Sarah Rancohi, qui est professeure adjointe à l'Université du Québec à Montréal. Et pendant son doctorat, elle s'est intéressée au mode de réalisation intégré, à la fabrication hors site et à la construction industrialisée. Je suis désolée de, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui essaie de rentrer, ma page Word disparaît, puis elle se reconcentre sur WebEx. Un petit problème de WebEx. Sans plus tarder, je pense que c'est toi qui commences, Mario. Oui, c'est bien moi. Oui, Je te laisse la parole. très bien. Ben, merci Catherine. Merci à 4.0 de nous offrir l'opportunité de présenter le résultat de nos travaux au cours des dernières années. Évidemment, qui est un peu à l'interface entre nos intérêts pour le projet, pour l'innovation, mais aussi pour le milieu justement du bâtiment et de la construction. J'ai avec moi des collègues avec qui on travaille depuis longtemps et qui souvent partagent à la fois un intérêt pour le monde académique parce qu'ils sont eux-mêmes profs, mais aussi je pense notamment à Daniel et Sarah qui aussi ont un bagage de praticiens. Donc, ça fait une équipe, je pense, qui est très riche à la fois en expérience, mais aussi qui nous permet d'avancer sur ces questions. Donc, grosso modo, on est quatre présentateurs ce matin. On a à peu près une dizaine de minutes chacun. C'est un peu la manière qu'on a structuré le webinaire. Donc, ça va aller assez rondement. Je sais qu'il y a des gens qui assistent dans l'audience qui ont une bonne connaissance du milieu de la construction. Je pense qu'on a quelqu'un notamment de la SQI. Je vois aussi Philippe Orsini. Mais il y a peut-être des gens qui sont moins familiers avec le contexte du secteur. Donc, on va prendre le temps pour commencer de tracer des grands repères, en fait, si on veut, pour ce qui est de la question de l'innovation dans ce secteur. Donc, voici un peu le plan rapidement. Je vais vous présenter très rapidement le projet 4.0 qui nous occupe là depuis quelques années. Ensuite, quelques éléments très rapides sur l'industrie. Pourquoi cette industrie-là est intéressante d'un point de vue innovation? Ensuite, mes collègues vont poursuivre avec, d'une part, Sarah qui va nous parler du projet entourant ce qu'on appelle la conception intégrée ou toutes les approches qui visent une plus grande intégration des acteurs du milieu. Ensuite, Gonzalo va continuer avec un autre projet, une autre étude de cas qu'on a fait sur
l'innovation par rapport à la construction en bois dans les milieux non résidentiels. Donc, vous allez voir un peu le lien avec toute cette démarche qu'on propose pour mieux comprendre l'innovation. Ensuite, on a invité donc Daniel à donner, lui, sa perspective de praticien quant à ces questions d'innovation, de risque, etc. Pour enfin garder un peu de temps pour des questions qui devraient donc nous mener jusqu'à midi. Donc, voilà le plan. Alors, notre projet, en fait, dans notre projet 4.0, tourne autour de ces questions d'innovation. On sait que le contexte, le secteur du bâtiment, des infrastructures, de la construction, tel qu'on le nomme souvent, euh, est en transformation, même si souvent on le voit comme étant un secteur qui est un peu à la traîne, entre guillemets, pour les questions d'innovation. C'est quand même un milieu qui se transforme à la fois sur le plan technologique, notamment avec les technologies numériques, mais aussi sur le plan de la réglementation, des approches. Donc, il y a des tentatives, il y a des réussites aussi, il y a des choses qui se font, qui nous font espérer, en fait, pour ce secteur en termes d'innovation. Donc voilà, alors notre objectif ultimement de ce projet, hein, c'est de pouvoir accompagner, aider par nos résultats de recherche, aider le milieu, ce qu'on va appeler ici l'écosystème, parce que c'est pour faire écho aussi à une terminologie qu'on utilise en 4.0. Donc l'écosystème des infrastructures de construction hein, à se développer, assister les professionnels. Donc on travaille en étroite collaboration avec des équipes de professionnels pour mieux comprendre hein, le processus d'innovation dans ce secteur. Il y a un concept qui est quand même au cœur de ce que l'on fait avec ce projet, c'est la notion de trajectoire d'innovation. Bon, la notion de trajectoire, que ce soit trajectoire technologique, trajectoire innovation, ça fait longtemps qu'on en parle dans les milieux académiques. Dans différents milieux, surtout ceux qui sont intéressés par l'innovation. C'est cette idée que, bon, l'image de gauche indique un peu ce que c'est, hein, c'est pas linéaire. Il y a souvent c'est un processus en quelque sorte hein, qui procède par des allées, des retours, des blocages. Donc, une espèce d'alignement des valeurs au niveau des acteurs sociaux qui composent un collectif ou une communauté en vue donc de transformation. Il y a des auteurs récents qui en ont reparlé, donc de transformation à la fois organisationnelle, institutionnelle, donc en termes de pratique. C'est aussi un regard qu'on veut porter ici avec cette notion de trajectoire d'innovation, un regard à poser sur à la fois des éléments souvent techniques, mais aussi beaucoup organisationnels qui font en sorte qu'une innovation va prendre une direction plutôt qu'une autre. Alors, c'est vraiment un concept qui est au cœur de ce qu'on essaie de faire dans ce projet, mieux comprendre finalement à la fois les interactions entre les acteurs sociaux, mais aussi des interactions, les processus d'adaptation entre à la fois la dimension technique, à la fois la dimension organisationnelle et aussi institutionnelle ou réglementaire. Donc, notre point de départ était, il y a plusieurs années, parce que Gonzalo et moi, on travaille beaucoup sur ces questions depuis longtemps, et à travers le prisme de la collaboration, on y a vu là un point intéressant comme point de départ, parce que et Sarah va en parler dans quelques minutes, l'idée d'approche collaborative tourne autour évidemment de la collaboration, d'essayer de briser des freins à une industrie qui est assez fragmentée. Donc, on est parti de cette idée de la collaboration ou de l'innovation comme étant une diade. Donc, on peut innover sur les moyens de collaborer et à l'inverse, la collaboration peut nous amener aussi à innover. Donc, une espèce de diade qui est intéressante à étudier à travers les cas d'études qu'on va vous proposer. Mais évidemment, on le fait dans ce cas ici, dans ce dont on vous parle aujourd'hui, dans un secteur qui a des particularités, j'y viendrai dans quelques minutes, et qui rend encore une fois la chose particulièrement intéressante par rapport, disons, à d'autres milieux que peut-être certains d'entre vous connaissez, que ce soit le manufacturier, les services, etc. Donc, on prend résolument, comment dire, ce secteur comme objet d'étude. Bon, rapidement, le contexte de l'industrie. On dit souvent, on nomme souvent la construction comme étant un milieu
avec des défis importants en termes de productivité, d'innovation. Il y a un rapport qui est sorti il y a quelques années par McKinsey qui avait fait un grand bruit, qui a été diffusé beaucoup, qui a été beaucoup l'objet de citations, qui montrait justement, qui essaie de montrer l'écart de certains secteurs sur deux axes, à la fois la productivité et un indice de numérisation ou digitalization en anglais. Donc, on essaie de mettre en rapport ces deux concepts. Et bon, la construction, on le voit sur la fiche ici, n'était pas très bien située. Donc, à la fois sur l'indice numérique ou notre degré à numériser nos pratiques et à la fois sur la productivité. Donc, on en parle souvent. C'est notamment, entre autres, lié à la structure de l'industrie, au mode de fonctionnement de l'industrie, qui fait en sorte qu'on a du mal à rehausser le niveau de productivité. Bon, les choses changent. Là, le rapport a été publié en 2017. Les choses changent depuis, mais on est encore, en fait, dans un contexte où il y a des freins d'un point de vue structurel qui rendent les choses un peu plus difficiles. Bon, il faut quand même réaliser que le monde de la construction, un peu partout dans les pays occidentaux, mais au Québec en particulier, c'est une industrie importante qui contribue 7 du PIB québécois. Donc, c'est une industrie importante en termes de main-d'œuvre, quatrième secteur de l'économie. Donc, il y a une très grande importance, donc une très grande valeur aussi, une très grande pertinence, en fait, à s'intéresser à ces enjeux d'innovation. Mais c'est un milieu très fragmenté, une industrie qui a des particularités, un très grand nombre de très petites firmes. Hein. Je pense qu'un rapport récent de la Commission de la construction du Québec indiquait qu'il y avait à peu près 75 des entreprises qui avaient moins de 5 employés. Donc, c'est une entreprise, c'est un secteur qui a de beaucoup de très petites firmes. Une très grande fragmentation au niveau des métiers, plus de 25 métiers différents. Donc, on voit d'ailleurs dans les médias encore récemment des commentaires sur cette question. Donc, il y a une tentative d'améliorer la situation depuis peu là-dessus. Bon, en termes d'écosystème, j'y vais rapidement. Hein. On a un très grand nombre d'acteurs, comme je le mentionnais. D'abord, on peut voir au cœur, si on veut, de tout cet écosystème, les parties prenantes internes, donc souvent ce qu'on va appeler les propriétaires, les usagers. Bon, si on prend par exemple un projet de bibliothèque municipale, un projet d'hôpital, hein, où la notion même de client est assez complexe en fait. Parce qu'on a à la fois les payeurs, on a les utilisateurs, on a les occupants, les gestionnaires. Donc, c'est un ensemble assez complexe finalement de parties internes. On a aussi donc tout ce qu'on va appeler souvent les acteurs principaux du projet, hein, donc les professionnels qui interviennent, et on va en reparler beaucoup aujourd'hui. Donc, à commencer par les architectes, et les urbanistes, les designers, donc tous ceux qui voient finalement à concevoir hein, ce qui est à construire éventuellement, donc les ingénieurs évidemment, qui vont être de la partie. Et on a aussi donc les entrepreneurs généraux, hein, donc ceux qui construisent, ceux qui mettent en œuvre en quelque sorte ce qui a été conçu, qui eux, bon, évidemment, vont s'approvisionner à travers un ensemble assez diversifié de fournisseurs de manufacturiers. Mais comme il se présente souvent dans des projets, notamment des projets publics, mais pas que publics, hein, il y a un ensemble aussi de parties prenantes externes qui peuvent jouer un rôle dans la manière dont les projets peuvent évoluer, même que des projets peuvent naître ou même ne pas naître. Donc, on a évidemment des organismes de réglementation, on a des gens, des populations qui vivent à proximité. On pense au REM, par exemple, qui est un projet important depuis quelque temps, où on a vu des manifestations, des expressions, en fait, soit d'intérêt ou de préoccupation hein, par rapport au projet. Donc, riverains, groupe de pression, citoyens contribuables, hein, on regarde des projets actuellement, beaucoup dans les médias, ce dont on entend beaucoup parler, c'est des projets au niveau du transport, hein, donc que ce soit à Montréal, à Québec. Hein, donc, on a plusieurs grands nombres de parties prenantes qui ont un mot à dire sur ces questions.
Et pourquoi? Parce que on a des définitions de valeur sur ces projets qui diffèrent beaucoup d'un acteur à l'autre. Vous avez ici à droite un ensemble, on a listé quelques éléments ici de ce que pourrait être défini comme étant la valeur associée à des projets. Donc, évidemment, pour les entreprises privées qui sont dans la réalisation, ben, il y a des questions de rentabilité évidentes. C'est un élément très important, la notion de coût, de profit. Mais d'un point de vue, évidemment, de d'autres parties prenantes, ça peut être des questions de durabilité, d'acceptabilité sociale. Donc, il y a ça s'exprime beaucoup, notamment dans les projets publics, cette espèce de complexification, en fait, des objectifs, des valeurs, qui font en sorte que ces enjeux d'innovation deviennent un peu plus difficiles, en quelque sorte. Donc, c'est un élément qui est important. Donc, à la fois la diversité d'acteurs, mais pour lesquels correspondent aussi souvent une diversité au niveau de la définition de ce qu'on peut définir un projet réussi ou un projet qui a une valeur. Alors, ça, c'est vraiment une caractéristique intéressante de ce milieu. Donc, mais encore une fois, ceci dit, j'ai déjà exprimé, je vais terminer là-dessus avant de passer la parole à Sarah. On a des axes importants de transformation du secteur actuellement. Très heureux d'avoir quelqu'un de la SQI dans l'audience aujourd'hui parce que la SQI fait beaucoup la promotion actuellement de nouvelles manières de faire, nouveaux modes de réalisation, donc est un acteur important sur cette transformation des pratiques. Mais il y a aussi évidemment beaucoup de transformations qui s'opèrent au niveau technologique. Donc, vous avez peut-être pour certains entendu l'expression BIM, donc Building Information Modeling, qui est depuis plusieurs années est un peu le vecteur de changement important, donc qui touche la numérisation des données du bâtiment. Mais il y a aussi d'autres tendances qui pointent à l'horizon, mais qui tardent à être implantées, donc comme l'idée de fabrication hors site, préfabrication, plutôt que d'avoir des chantiers traditionnels où on refait un peu les modes de travail qui durent qui existent depuis très longtemps. Donc, on reproduit un peu ce schéma encore maintenant. Mais il y a des gens qui proposent des avenues différentes avec justement les tendances de préfab et de fabrication hors site. Et il y a aussi de nouveaux usages pour certains matériaux. On va parler de bois dans quelques minutes. Donc, il y a un ensemble quand même d'axes de transformation qu'on peut voir actuellement et qui sont très intéressants à observer. Alors, sur ce, je laisse la parole à Sarah. Désolé, Sarah, j'ai déjà pris un petit peu plus de ton temps. Je vais arrêter le partage. Je vais te demander de partager ton écran pour la Merci suite beaucoup, des choses. Mario. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous pouvez voir mon Oui, écran? c'est très bien, très bien. Parfait, merci. Merci Mario. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Sarah Rancoui. J'ai fait mon doctorat sous la supervision de Mario et mon postdoctorat sous la supervision de Gonzalo. Aujourd'hui, je parle de sujet de mon doctorat et aussi un travail que j'ai fait pendant mon postdoctorat pour vous. C'est sur la conception intégrée. Quand Mario a déjà expliqué dans l'écosystème de la construction, on peut voir beaucoup de fragmentation. Les parties prenantes de la construction habituellement préférées pour faire les travaux dans la méthode traditionnelle. Quand on peut voir ici, il y a une structure linéaire de la livraison de projets dans le mode de conception, soumission, construction, que c'est un mode plus traditionnel pour la livraison de projets de la construction. Mais dans le revue de littérature, on peut voir que maintenant, récemment, on a plus de méthodes collaboratives. Comme on peut voir ici, c'est un cadre de la méthode de la livraison de projets intégrés. En anglais, il s'appelle IPD. On peut voir que les pratiques traditionnelles et fragmentées ne sont pas viables à mesurer que la complexité des projets augmentée.
Donc, on a trouvé des différentes méthodes intégrées. Par exemple, les pratiques de conception intégrée sont considérées par la plupart des parties prenantes comme des innovations pour tout en valeur en soi. Et toutefois, dans les différents par l'étude, on abordait des perspectives critiques de l'adaptation de ces pratiques dans l'écosystème de la construction. Pendant mon étude de postdoctorat, on travaille dans le projet pour identifier les leviers et les freins et les tensions liées à l'adaptation des pratiques collaboratives, notamment la conception intégrée. La question qu'on a posée, c'était quels sont les leviers, les freins et les tensions liées à l'adaptation de pratiques collaboratives dans l'écosystème de la construction au Québec. Pour répondre à notre question, on a fait notre étude d'analyse de la littérature, en faire des études de cas, différents projets construction au Québec. Et on a fait entrevue avec 25 entretiens avec une méthode semi-structurée pour développer un cadre conceptuel et obtenu les résultats pour répondre à notre question qui est déjà parlée. Ici, c'est le premier résultat. On a identifié 4 groupes de leviers à l'adaptation des méthodes intégrées. Premier, c'est comme innovation technologie. On est au courant que différentes innovations technologies, c'est une offre d'outils logiciels comme utiliser par exemple BIM, comme proposer un moyen de soutenir la collaboration et l'interrogation et partage d'informations dans différentes phases de projet construction. Aussi, on a identifié la formation disponible. De plus en plus de partenariats avec les institutions d'enseignement supérieur. On peut avoir chance de plus de formation en approche intégrée et les technologies, par exemple, l'utilisation BIM et les technologies de l'industrie 4.0 et l'intelligence artificielle et tout ça pour partage d'informations dans le cadre de projet construction. Et aussi, la troisième levier, c'est le changement au niveau institutionnel. On a trouvé la politique d'organismes publics visant l'adaptation de procès PCI BIM, par exemple, était dans le cadre de SQI, aide beaucoup pour soutenir l'innovation dans l'écosystème de la construction. Et quatrième, c'est une démarche qui évolue en croissance notable dans l'offre de services des facilitateurs en approche intégrée. Donc, c'est un marché vraiment qui évolue et on va trouver plus et plus de méthodes collaboratives. Et aussi comme les freins à l'adaptation, innovation dans le domaine de la construction, on a identifié 3 catégories, notamment évidemment les caractéristiques de l'industrie de la construction qui est vraiment beaucoup fragmentée. Il y a fragmentation au niveau de processus, conception, construction et entre disciplines, entre différentes parties prenantes. On a un problème de communication, un délai de séances de travail collaboratif et aussi il y a un climat conflictuel lié aux pratiques d'approvisionnement pour les différents projets de construction. Deuxième catégorie, c'est un certain conservatisme qui persiste dans la formation professionnelle. La formation interdisciplinaire ne semble pas évaluer au même rythme que les besoins, notamment dans le programme de conception, architecture et ingénierie. Et troisièmement, il y a les changements de processus de conception. Il y a des questions sur la valeur ajoutée par le facilitateur dans l'approche collaborative. Il semble qu'encore souvent contesté.
Avec les différents groupes de leviers et aussi le frein, on a aussi trouvé il y a les tensions au niveau des valeurs qui ici on peut voir trois catégories. La tension dans la durabilité comme levier ou comme frein. Euh, Aussi pour la technologie, la même chose. La technologie peut nous aider comme levier ou il y a quelqu'un qui considère la technologie comme frein. Et finalement, l'efficacité, l'efficience comme la VR ou comme frein. La première groupe, c'est comme durabilité, la conception durable. Dans notre étude avec entrevue qu'on a fait avec les différentes parties prenantes par l'industrie, on a trouvé que les gens qui pensent vraiment la méthode intégrée, les approches intégrées peuvent être vues comme un moyen d'atteindre des objectifs de durabilité. Ici, il y a citation par les différents gens. Quelqu'un qui trouve les processeurs intégrés, les approches intégrées, comme nous aider pour atteindre les cibles de performance environnementale et aussi socio-économique dans le cadre de conception durable. Et c'est vraiment nous aider pour faire une collaboration entre les différents experts dans les différents domaines. Et aussi, on a trouvé les experts dans l'industrie qui a mentionné que vraiment les approches intégrées augmentaient les coûts finaux de projet. Donc, cette augmentation de coûts, c'est vraiment un frein pour le domaine de la durabilité. Donc, on peut voir les tensions entre les deux pôles pour ajouter les valeurs de durabilité. Dans dans le groupe de technologie aussi, on a trouvé vraiment il y a une tension entre différentes parties prenantes pour considérer les approches intégrées peuvent être comme un moyen d'exploiter les technologies existantes ou pas. On a trouvé les gens qui a mentionné que vraiment les technologies comme BIM, les technologies 4.0 pour nous aider, pour bien travailler, il faut vraiment en façon collaborative, pour le partage d'informations, pour aider des différentes équipes qui travaillent sur le projet de construction dans différentes phases. Donc, c'est vraiment un outil qui peut supporter et qui travaille comme un levier pour dans la phase de technologie. Et aussi, on a trouvé les différents groupes qui a mentionné que vraiment pour la collaboration, cet outil crée plus de conflits et plus de complexité et finalement réduit la valeur et à cause de ces complexités, on ne peut pas vraiment trouver c'est un levier. Donc, il parle que la technologie comme un frein dans cette situation-là. Et finalement, pour l'efficacité, la même tension existe dans deux pôles, comme efficacité, comme un levier ou comme un frein. Les gens qui pensent que vraiment un levier, il a mentionné que la collaboration dans les phases initiales de projet de construction, dans le moment que la construction n'était pas déjà commencée pour la conception préliminaire, vraiment aide beaucoup les approches intégrées pour augmenter les valeurs et l'efficacité dans notre produit final, c'est comme notre projet de construction. Et aussi, les gens qui pensent vraiment contre de cette notion, il a dit que vraiment utilisation de méthodes ou prendre les approches intégrées, ajouter la complexité et c'est comme créer un travail additionnel qui est vraiment la contre de l'efficacité, ça diminue notre efficacité dans la cycle d'avis de projet de construction. Donc, c'est comme un frein.
finalement, pour la méthode innovante et la méthode traditionnelle, encore, il était vraiment tension entre les deux pôles. En groupe, mentionné que vraiment notre méthode innovante et intégrée pour mieux servir le client, pour ajouter la valeur, pour faire notre travail plus efficace et plus durable. Mais aussi, on a trouvé qu'il y a les gens dans les différents groupes de professionnels, par exemple les architectes, qui a trouvé vraiment notre méthode traditionnelle et encore les méthodes plus efficaces et utilisation les méthodes traditionnelles permet les architectes devraient rester plus responsables de processus de conception de façon à rester au service des clients et des usagers. Donc, comme un résumé de mon parti, les pratiques intégrées sont proposées comme une solution pour surmonter la fragmentation et les conflits et la mauvaise qualité. Mais les promoteurs négligent souvent les tensions créées par l'innovation. Et aussi, notre étude montrait que l'innovation en émerge pas naturellement. Il y a vraiment une combinaison de facteurs de offre technologie, politique publique, support par les gens de gouvernement est nécessaire pour assurer son adaptation de l'innovation dans l'écosystème de la construction. Et plusieurs acteurs estiment que les pratiques intégrées favorisent et facilitent l'innovation et la collaboration dans le projet. Toutefois, la valeur de cette innovation est remise en question par certains praticiens. Innovation n'est pas toujours considérée comme une porteuse de valeur en soi. Certains experts expriment des préoccupations légitimes qui vont au-delà d'un simple comme résistant au changement dans l'écosystème de la construction. Donc, c'était résumé de mon parti. Je vais arrêter de partager, donner parole à mes collègues ici. Merci Sarah d'avoir mis en évidence des résultats fort intéressants qui montrent bien que même si a priori on peut tous avoir un avis favorable sur l'innovation, on se rend compte que la mise en œuvre de pratiques innovantes ne sont pas toujours perçues de la même manière. Je vais céder la parole maintenant à Gonzalo, donc, qui va poursuivre sur l'autre étude qui est en marche sur l'innovation dans la construction en bois. À toi, Gonzalo. Exact. Étude qu'on a commencé cette année et qu'on espère poursuivre encore. Depuis quelques années, le gouvernement du Québec a lancé aussi une autre grande aventure, une deuxième grande aventure, à part la question du PCI. Et c'est cette aventure de favoriser l'innovation dans la construction en bois. Un processus qui a commencé en 2017 et qui a pris peut-être un peu plus d'élan en 2012 et qui est arrivé peut-être à son sommet en 2017 avec la publication d'une politique qui s'appelait la Charte du bois. Et l'objectif de ces différentes politiques était, disons, à trois niveaux. D'un côté, développement économique, donc il y avait cette idée d'ajouter de la valeur à la production des produits en bois au Québec, création d'emplois, renforcement de l'économie régionale, notamment parce que l'industrie du bois est présente dans plusieurs municipalités et régions du Québec. Et un deuxième objectif, la protection de l'environnement. Donc, il y a toujours cette intention de lutter contre les changements climatiques en essayant de décarboner le secteur de la construction, qui est d'ailleurs très, très polluant, à la hauteur de 40% de ses émissions de gaz à effet de serre. Et donc, déstocker le carbone, c'est une notion un peu technique, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais le bois est considéré comme une façon de déstocker le carbone, et donc le bois comme une ressource aussi locale et renouvelable. Et finalement, il y avait un troisième objectif qui était celui d'améliorer la qualité du bâtiment. On a la tendance à associer le bois avec un matériau performant, très beau, très noble, qui améliore aussi la santé pour certains, et certains vont dire bien, même le bien-être des occupants. Il y avait donc cet objectif aussi de faire de l'exemplarité gouvernementale, donc de donner l'exemple de la part des institutions publiques en créant des bâtiments de qualité en bois. Alors, la question qu'on se pose dans ce deuxième projet de recherche, c'est où on est? Où on est 10, 12, 13 années plus tard? Quel est-il? Où est-ce qu'on s'est rendu? Pourquoi? Et qu'est-ce qu'on sait
sur ce domaine-là aujourd'hui. Bon, un peu comme l'a expliqué déjà Sarah, dans cette deuxième trajectoire, on trouve à la fois des leviers puis des barrières. Du côté de levier, il y a eu sans doute plusieurs innovations qui ont été développées avec des compagnies privées qui vont bien au-delà de l'usage traditionnel de ossature en bois, qui est une technologie bien ancrée au Québec. On a créé effectivement un écosystème d'innovation qui est quand même assez complexe aujourd'hui, qui réunit des organismes sans but lucratif, des firmes privées, des organismes publics, ainsi de suite, qui nous ont permis de faire des bâtiments démonstratifs de différentes natures. Et donc, le gouvernement a fait preuve d'exemplarité à ce niveau-là, avec un investissement de 55 millions dans les dernières années. Et donc, effectivement, de démontrer les bénéfices de ces technologies-là. On a fait de nouvelles études au Québec sur le domaine. Il y a tout un écosystème aussi académique, des chaires de recherche, des laboratoires qui s'intéressent à la question, un grand intérêt de la part du public aussi, et finalement des changements du code de construction. Un des freins importants à toute innovation dans le secteur de la construction, c'est souvent le code de la réglementation. C'est un secteur très, très réglementé, donc il y a eu des avancées à ce niveau-là aussi. Par contre, et voilà, je montre ici un exemple d'un bâtiment dont on pourrait être fier, ou on devrait être fier peut-être au Québec, un bâtiment dans les Laurentides construit en bois qui exemplifie un peu de quoi on est capable à ce niveau-là. Et bien sûr, dans la presse ou dans les médias traditionnels, les médias sociaux, on assiste aussi à cet intérêt du public pour qu'est-ce qu'on peut faire en bois, quels sont les bénéfices, quelles sont aussi les difficultés. Un peu comme Sarah le disait aussi dans l'autre trajectoire, mais on trouve aussi des freins. Pas tout est nécessairement rose, il manque encore des données sur le cycle de vie des constructions, sur la capacité du bois à stocker du carbone, sur l'impact des forêts. On aime beaucoup utiliser ou avoir des produits en bois, mais on aime moins couper les forêts. Donc, il y a sans doute des questions qui se posent. Il y a des gens qui posent des questions tout à fait légitimes, effectivement, sur l'impact sur les écosystèmes. L'impact des changements climatiques sur ces forêts-là, par exemple. Ce concept de biophilie qui associe le bois au bien-être et à la santé des usagers reste encore à être démontré de façon empirique, au moins dans le cas du Québec. Du point de vue des cadres normatifs, je disais tantôt qu'il y a eu des avancements importants, mais ça reste encore que ces procédures pour obtenir ces innovations, c'est des procédures très longues et complexes. Entre autres parce qu'on a besoin de protéger le bois, on dit dans la terminologie l'encapsuler, pour le protéger contre le feu, ce qui fait perdre un peu la valeur visuelle de ces matériaux qu'on associe toujours à quelque chose de très noble. Il y a des risques associés à l'innovation. Dany va nous entretenir là-dessus, sur les risques économiques, les risques aussi techniques qui sont associés. Donc, je vais passer vite sur ce point-là. Dany va pouvoir l'illustrer en détail. Mais il y a sans doute, et Dany va aussi en parler, des défis techniques importants qui restent à surmonter. Donc, peu de travaux sur certains aspects, plus des travaux sur d'autres. Ces arrimages entre systèmes qui sont toujours difficiles. Alors, qu'est-ce qu'on commence à trouver? Contrairement à ce que plusieurs acteurs pensent, l'innovation n'émerge pas de façon spontanée. Ce n'est pas juste une bonne idée qui va coller puis du coup va fonctionner. Le rôle du gouvernement est fondamental. Cette exemplarité dont on parlait est importante, mais Dany va nous parler aussi d'autres rôles que le gouvernement peut avoir, notamment sur la question des risques. Et parfois, on dirait que la politique va plus vite que les écosystèmes à s'adapter. On dirait que parfois, et le bois est un bon exemple, la politique avance plus vite, puis par la suite, le secteur privé, puis la société civile se trouve un peu en rattrapage, disons, de cette politique-là. Même les institutions publiques se trouvent un peu en rattrapage. Dans un secteur très réglementé comme celui-ci, l'innovation exige des procédures très complexes. Donc, il y a une grande complexité du point de vue des autorisations, des réglementations, des standardisations, qui fait en sorte que cette perception qu'on a parfois que le secteur est un peu trop lent parce qu'il y a une résistance au changement, on pourrait la remettre en question. Ça va bien au-delà de cette résistance au changement. Ce n'est pas juste que les gens qui ne veulent pas innover dans le secteur de la construction sont paresseux ou pas assez intelligents. C'est parce qu'il y a des très bonnes raisons pour lesquelles il faut faire attention dans ce secteur-là.
L'innovation dans la construction exige un alignement d'acteurs à plusieurs niveaux, public, fédéral, provincial, municipal, société civile, compagnie privée, etc. Et ces arrimages-là ne sont pas toujours nécessairement faciles à obtenir. Et finalement, contrairement à beaucoup d'autres industries, je pense aux industries manufacturières par exemple, le secteur de la construction fournit des produits qui sont utilisés par le grand public, auquel on doit protéger, et donc auprès de citoyens qui ne sont pas non consentants, contrairement à l'industrie manufacturière qui vend des produits, dont on fait des produits qui ne sont pas nécessairement vendus, mais qui sont utilisés par des citoyens qui n'ont pas nécessairement consenti à ces innovations-là. Ça mène un lot de risques importants, notamment en ce qui concerne la protection du public, et ça fait en sorte que l'innovation dans notre secteur doit être prise avec un peu plus d'attention peut-être et considérer cet enjeu-là. Je laisse Dani par la suite nous montrer des exemples de ce qu'on vient de dire. Merci Gonzalo. Donc, Daniel, tu peux partager ton écran? Oui, c'est bon. Oui. Est-ce que tu vois ma... Là, tu n'es pas en mode diaporama. Si tu peux essayer d'être en mode diaporama. C'est bien. Est-ce que maintenant ça fonctionne? On est encore en... Ah oui, oui, ça c'est bon. Oui, ça c'est bon. Parfait. OK. Alors, premièrement, je m'excuse pour le bruit en arrière. Je suis toujours à la faculté, puis on a la construction. Donc, comment partager le risque, vraiment, la gestion des risques face à l'innovation dans la pratique? Alors, ça fait 32 ans qu'on a lancé l'œuf, puis on est toujours intéressé par l'innovation. Mais pour l'instant, la plupart de cette pression reste sur nos épaules, les architectes et les ingénieurs. Et c'est rare que les entrepreneurs, les sous-traitants ou même les clients veulent vraiment partager la gestion de risque. Et une de leurs expériences ou réponses, on n'est pas des experts, c'est vous des experts. Mais évidemment, c'est un travail d'équipe. Donc, d'un point de vue, la raison pourquoi très souvent à l'œuf, on fait le PCI, c'est de construire une vision où le client est au cœur du processus. Et quand le client est au cœur, le client est motivé de prendre un certain risque que normalement il met sur les épaules seulement des architectes, des ingénieurs. Donc, je pense que Sarah a mentionné la notion de IPD qu'on voit à travers l'Amérique du Nord, la notion qu'on peut partager pas juste le risque, mais les profits, les pertes aussi si nécessaire. Alors, je vais donner deux exemples parce qu'il ne reste vraiment pas beaucoup de temps. Une, c'est un appel de projet, on appelle ça aussi un concours, mais pas officiellement, international qu'on avait à Montréal. Puis, je suis une partie d'une équipe qui a gagné le concours au bassin Peel. Puis, on a un tour de 20 étages avec une rez-de-chaussée assez spéciale. Puis, on a essayé à utiliser le bois pour concevoir nos murs extérieurs préfabriqués. Et l'entrepreneur et le client étaient vraiment intéressés par l'idée. Mais évidemment, les règles de l'appel de proposition, c'est le client responsable de garantir des résultats de contrôle et suivi, pas juste pendant le concours, mais jusqu'à 2030. Mais par après, ils ne sont pas nécessairement le propriétaire à long terme. Donc, dans un sens, ils sont intéressés à partager une partie du risque, mais pas tout à fait. Donc, évidemment, comment on signe un contrat, comment on organise un concours est une grande partie du succès ou non-succès du concours. Alors ici, on voit un peu l'élévation pendant le concours. On a une structure de béton, mais on a essayé vraiment avec les panneaux CLT et travaille avec une compagnie formidable, Element 5, compagnie d'Ontario qui a aussi des projets au Québec. Puis c'est grâce à Ted Kasich, un autre expert en enveloppe et RDH, que nous avons commencé à développer toute une coupe de murs préfabriqués avec fenêtres et tout, à une performance qu'on appelle L10.7. Ça, c'est un air effectif qui veut dire que si on a une panne d'électricité, on peut survivre environ 72 heures en plein d'hiver sans des problèmes de froid. Donc, ce système est quand même fascinant. C'est toute une innovation, des panneaux assez grands. On parle de 3,5 mètres par 6 mètres. C'est quand même assez impressionnant. Puis, le système qui s'appelle CLIPS est quand même quelque chose qui va couper tous les ponts thermiques, donner un niveau de confort thermique qui dépasse quand même beaucoup d'autres, presque tous les autres projets à Montréal.
Mais évidemment, pour cette compagnie, pour avancer comme il faut qu'il signe un contrat avec notre entrepreneur général et notre client. Et l'entrepreneur général a voulu mettre 100% de la pression sur le sous-traitant à livrer à temps, avec un budget restreint, puis avec tout le risque à long terme au niveau de gestion de risque. Et ça, c'est évidemment pour un sous-traitant, juste trop de pression. Même si l'idée est formidable, même si d'un point de vue technique, on a réussi à régler presque tous les problèmes, on était prêt à faire des simulations, des mock-ups ici à Baden avec UL et d'autres. Le problème était vraiment juste que qui va prendre le risque? Est-ce que 100% sur le sous-traitant? Est-ce qu'il y a une façon de gérer le reste? Et malheureusement, parce qu'il n'y avait pas assez de temps à régler ça, on n'a jamais réussi à le faire. Donc, je vais vous montrer un deuxième exemple où cette gestion de risque était organisée et dealée avec par un programme national. Et donc, il y a ce qu'on appelle le Fonds municipal vert, qui est un programme de Fédération des canadienne des municipalités, puis il essaie d'encourager le risque. Et parce que nous avons travaillé sur Benny Farm à Montréal, j'étais invité à participer au processus d'analyse dans les années 2010. Et ils ont voulu mettre un système de performance, un partage d'énergie centralisé pour donner l'eau chaude et l'eau froide à toutes les unités dans tout le projet, quand même assez intéressant dans le temps. Alors, pour le faire, ils ont commencé avec une notion d'un questionnement de performance. Si le système centralisé, qui est un système, ils ont voulu avoir de résilience, redondance, comment le système par un système. Donc, le design total était une combinaison de production d'énergie centralisée, mais aussi des ventiloconvecteurs à 2 tuyaux à haut rendement pour le chauffage et clim pour chaque unité aussi. Donc, par cette centralisée, donc, l'idée était, si après quelques mois, on a encore des problèmes techniques avec le boucle d'énergie centrale, le système central de distribution d'énergie ne fonctionne pas. Le cautionnement va payer, couvrirait les coûts de l'installation des pompes à chaleur individuelles pour chaque unité résidentielle et leur raccordement aux conduits installés pour le chauffage et le refroidissement. Et qu'est-ce que ça veut dire? Le coût d'environ 5 000 $ était prévu pour toutes les unités, mais ce n'est pas quelque chose à dépenser si le système central fonctionne. Donc, le système central cherche d'autres subventions pour son innovation, mais c'est la notion de résilience et redondance en cas que quelque chose ne marche pas qui était clé. Puis, ils ont réussi à installer le système sans aucun problème et le 5 millions de $ n'a jamais été dépensé. Donc, en conclusion, sur le risque. Et la gestion de risque n'est pas un investissement ponctuel. Au début, elles doivent être impliquées du début jusqu'à la fin. Merci. Daniel, on a manqué un petit peu l'élément central de ta conclusion, parce que je pense que ta voix a figé. Est-ce que tu peux rappeler l'élément central de ta conclusion? Oui, la gestion de risque n'est pas un investissement ponctuel. Au début, c'est vraiment quelque chose qui devrait être là pendant le design jusqu'à la fin de construction, même pendant le contrôle et suivi, et éventuellement même la notion de remplacement si le projet est vendu. Donc, il faut qu'on ait un niveau de résilience autant dans le design que dans le processus. Mm-hmm. OK. Bon, ben merci. Merci. Écoutez, on a pris peut-être un petit peu plus de temps qu'on avait prévu, mais on a présenté quand même beaucoup d'informations relativement à nos deux sujets principaux, deux études de cas. Je pense qu'il nous reste quelques minutes. J'aimerais remercier mes collaborateurs d'abord, mais je pense que bon, il y a déjà eu des questions dans le chat, mais on peut poursuivre, en tout cas pour les 10 minutes qui restent, avec des questions de l'audience. Je pense que c'est le format qui est proposé par les organisateurs. Donc,
on peut vous entendre si vous avez des remarques, des précisions, des questions. On est là pour... Reda avait un commentaire, une question. Oui, en fait, merci beaucoup pour cette présentation. C'est vraiment très apprécié. Donc, Reda Lamry, directeur adjoint à l'Université de Montréal, donc à la DI, la direction des immeubles. Donc, c'est nous qui faisons tous les projets de l'université. En fait, là, vous parlez, en fait, vous avez exposé, en fait, les projets intégrés versus le PCI. Je suis pas trop d'accord avec ça parce que les projets PCI, généralement, cette approche-là a été mise en place essentiellement pour les projets en mode traditionnel où les maîtres d'ouvrage vont y aller chercher des professionnels, des architectes, des ingénieurs, gérants, entreprises générales, vraiment en silo, puis on essaie de les faire marier justement à travers un PCI pour qu'ils puissent, pour que ça fonctionne en fait, pour que ça soit efficace. La chose, quand on va faire projet intégré, l'équipe est déjà intégrée, donc on n'a pas besoin de faire ça. Puis, d'autant plus, ce qu'on faisait dans le temps, en fait, c'est vraiment d'amener ce qu'on appelle le lean design pour vraiment intégrer bien comme il faut ces équipes-là. Puis, au lieu de faire, exemple, des analyses de la valeur, donc on fait plutôt le target value delivery, donc une estimation à jour en temps réel pour que ça rende ça plus efficace. Ça, c'était un point, un commentaire. L'autre commentaire aussi, pour la gestion des risques, oui, c'est une question nébuleuse dans les projets intégrés, mais ce qui se trouve dans les contrats qu'on a en ce moment, conception, construction, c'est des dommages liquidés, donc, parce que c'est axé sur la performance. Donc, si l'entrepreneur n'arrive pas à livrer la marchandise attendue, donc, le maître d'ouvrage pourrait tirer sur les dommages liquidés, ce qui pourrait faire très mal à l'entrepreneur. Merci. Merci, Reda. Peut-être juste un point sur votre premier point. En fait, je pense que vous avez relevé vous avez fait remarquer la différence entre PCI et les modes intégrés. Je pense que déjà, nous, en fait, ce qu'on a pu observer, puis il y a une très grande diversité d'appellations de modes. Il y a encore, je pense, une certaine confusion par rapport à ce qu'on désigne comme étant intégré ou on voit beaucoup dans la littérature, Sarah a mis beaucoup en évidence lors de ses études. IPD-ish, donc des formes très, très diversifiées de IPD, ce que c'est, ce que ce n'est pas. Est-ce que c'est contractualisé ou non? Et donc, au Québec, on a beaucoup fait la promotion, notamment à travers la SQI du PCI, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail pour nommer les choses pour qu'on se comprenne de ce point de vue-là, parce que souvent, selon les juridictions, on n'utilise pas la même terminologie. Donc, d'un point de vue de recherche, c'est intéressant, mais je pense qu'il y a encore du travail de débroussaillage pour bien comparer les comparables en quelque sorte. Mais c'est vrai que, donc, il y a une confusion de terminologie déjà entre ces deux termes-là. Sur des temps passants, avant d'embarquer à l'EDM, j'étais à la SQI, donc je connais bien Ah oui, bon, très bien, OK. Et donc, j'ai fait des projets traditionnels, j'ai fait des projets en design and build, des projets aussi conception, construction progressive. Donc, je sais très bien c'est quoi la différence et la distinction entre les deux. Parce que je pense que même au niveau de l'IPD, Sarah peut-être pourra ajouter parce que c'était l'objet de son doctorat, mais en Amérique du Nord en général, ben, c'est une idée qui est promue, puis on en parle beaucoup, mais il y a une très grande diversité dans la mise en œuvre, en fait, parce qu'on utilise l'étiquette IPD, mais pour des réalités qui sont assez différentes, souvent. Si je peux ajouter juste en phrase, merci beaucoup, Reda. C'est vraiment un commentaire très, je suis tout à fait d'accord avec vous. Quand on parle d'IPD, on parle de deux choses différentes. Il y a des principes d'IPD, c'est une philosophie, c'est vraiment une façon, différents principes intégrés, collaboratifs, qui est vraiment très proche de façon de lean. Donc, quand on parle de ça, ici au Québec, on n'a pas commencé vraiment IPD comme une signature d'IPD avec un contrat. Donc, il y a deux choses différentes. On parle ici principalement sur le principe philosophie d'IPD, qui est vraiment très proche de Lean. Mais si on parle d'IPD avec un contrat signé, c'est un modèle qui n'en est pas encore ici. Et donc, c'est deux choses différentes. Mais ça, ouais. Ça s'en vient prochainement, ça s'en vient. Oui, Exact. Voilà. Merci. Merci pour le commentaire, Reda. J'ai mis quelques clarifications aussi sur les chats pour continuer la discussion. Oui, très bien. Très bien.
Sur la distinction IPD, PCI, on avait quelqu'un de la SQI. Bon, Reda est un ex de la SQI, mais je pense qu'on avait quelqu'un encore, je ne sais pas si la personne est encore présente. Oui, je Ça pourrait m'excuse. commenter un peu. Oui, Bonjour Martine, si vous pouviez bonjour. commenter. Bonjour, je m'excuse. Oui, bonjour à tous, puis bonjour Reda aussi, ça me fait plaisir de te voir là. Salut Martine. Écoutez, c'est sûr que ce que moi je tiens à dire généralement, effectivement, c'est qu'on est dans un bilan PCI quinquennal avec l'ensemble des parties prenantes. Là, ça, c'est important que vous le sachiez, puis que c'est des choses qui vont se discuter très prochainement. Puis par ailleurs, il y a des cibles aussi là, je dis toujours le terme anglais, là, IPD, RPI, c'est ça, RP, réalisation de projets intégrés RPI. Oui. Ouais, ouais. Alors, il y a des cibles, effectivement, là, qui sont enchâssées dans notre planification en RPI québécois dans les prochains mois. Puis là, c'est plus mon équipe de direction qui le saurait, là, parce qu'à mon niveau, là, je suis conseillère en gestion des pratiques intégrées BIM-PCI dans l'amont du portefeuille de projet. Donc, nous, on assistait des REDA, là, effectivement, dans l'implantation de ces pratiques-là en début de projet ou en début de chacune des phases de projet, démarrage et planification. Et puis, c'est ça, j'étais très intéressée par votre sujet, là, tout ce qui touche innovation. Puis Gonzalo a accepté de venir parler chez nous dans une communauté de pratique sur la facilitation. Donc, c'est un peu ce que je pouvais vous dire. Puis, vous êtes au fait, là, j'ai bien vu que vous êtes au fait des initiatives de la feuille de route gouvernementale ainsi que donc, tu sais, tout ça, vous devez comprendre que ça crée dans l'écosystème, là, tout un enchevêtrement de groupes de travail qui est vraiment intéressant. J'ai choisi de venir vous voir, puis de l'autre côté, il y avait les conférences. Il y a des jeudis midi conférences sur les donneurs d'ouvrages. Aujourd'hui, c'était Hydro-Québec qui venait présenter ses avancements en BIM-PCI. Fait que, il y a tout un écosystème qui se crée avec des groupes de travail chez les donneurs d'ouvrages publics, une deuxième vague de donneurs d'ouvrages publics qui s'en viennent avec tout ça. Les pratiques intégrées dans l'organisation, nous devons décliner tous les autres groupes d'usage du BIM avec l'utilisation des pratiques intégrées. Donc, tu sais, vous voyez là, qu'il y a puis il y a des groupes de travail aussi. Donc, moi, je suis responsable d'un groupe de travail sur les manufacturiers et fournisseurs là, pour voir comment on les intègre avec nous à l'intérieur des pratiques intégrées. Fait que je vous dis ça là, parce que ça crée vraiment un bel écosystème là, qui va certainement propulser les avancements là, chez tous les acteurs de la chaîne de valeur. Ben, merci d'avoir privilégié notre webinaire, sachant que vous aviez d'autres webinaires en parallèle auxquels assister. Oui, puis je m'excuse de mon fond d'écran. Hein, je suis absolument scandalisée de vous présenter une pièce moche. Là. Habituellement, j'ai toujours le fond d'écran SQI. C'est le dialogue qui est plus important. C'est le dialogue qui est le plus important. Et Daniel a levé la main. Je ne sais pas si Daniel, tu avais quelque chose à dire. Oui, juste une mini-commentaire. J'aime beaucoup les commentaires jusqu'à date. Merci beaucoup, Martine. C'est la question des compagnies d'assurance. Je pense que tous les problèmes de changement climatique n'est pas encore rentré en dedans. Et on va avoir des problèmes incroyables au niveau des îlots de chaleur, au niveau des inondations, au niveau de qualité d'air. Et toute cette notion d'énergie qui a drivé, qui était des leviers vraiment importants dans les années 2000 et 2010, aujourd'hui, c'est beaucoup moins important. C'est le manque de résilience. Et cette manque de résilience, les compagnies d'assurance ne sont pas intéressées d'apprendre. Donc, j'espère que ça va aider une équipe pour la gestion de risque et la gestion de risque. Sinon, les compagnies d'assurance ne seront pas impliquées tout seul et tout le monde va être le plus tôt que possible. Merci. Monsieur Pearl, on vous entend mal, mais toujours est-il que j'entends le message, puis c'est surtout de faire la liaison avec l'équipe et avec des personnes bien plus expertes que moi dans ces considérations-là à l'intérieur de l'organisation. Mais je vous remercie, puis j'ai déjà vos coordonnées, fait que peut-être qu'on peut trouver la façon de faire des liaisons ici.
Mais merci. Il y a Catherine, je pense, qui avait la main levée depuis tantôt. Peut-être que c'est pour le mot de clôture, parce qu'on approche midi déjà, je pense. On a Oui, mis, en fait, on ça approche passe midi. vite. Et puis, moi, j'ai entendu le mot augmenter de Sarah, et puis j'avais posé une question dans le chat. Je me demandais, le terme augmenter, c'est utilisé où exactement? Parce que j'ai Ben, je peut-être pense mal que, compris. ben, je pense que Gonzalo avait proposé, en tout cas, moi, je ne l'ai pas entendu Oui, non ben, j'ai plus. peut-être mal compris. Donc, Non, ben, je pense que en fait, c'est conception intégrée, là. Peut-être que, il y a eu un petit glissement dans il y a, la présentation, mais pas il y a de pas de. souci, Pour je me demandais ce que On peut c'était. imaginer qu'il y a du 2.0 là-dedans aussi, là, Madame Baudry, là, vous comprenez, dans des itérations de bonification. Mais je pense que Gonzalo ciblait bien là, quand il parlait d'utiliser la réalité augmentée à l'intérieur des activités intégrées, des activités de pratique intégrées. Moi, pour le mot de la fin, en fait, je me pose toujours une question. Bon, je prends l'avion de moins en moins, mais à l'époque où je prenais l'avion et que je survolais les toits de Montréal pour aller atterrir, je me posais toujours la question, pourquoi on n'a pas couvert les toits de Montréal de panneaux solaires et de jardins et de serres? Et puis on me dit, ah, Catherine, c'est parce que nos bâtiments sont pas assez solides pour soutenir tout ça. Si on voulait redonner une espèce de... Parce qu'on a construit sur des terres agricoles, si on voulait redonner en hauteur l'aspect terre agricole, est-ce que ce serait faisable? Puis qu'est-ce qu'on devrait faire? Parce que là, ça veut dire étendre la collaboration de façon assez massive. Puis là, je m'excuse, j'ai une réunion à midi, là, je vais arriver un petit peu en retard, mais est-ce que c'est faisable? Puis qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce que nos architectes, Oui, moi, je peux répondre, mais j'ai pas le temps parce que c'est un bon 10 minutes. Mais je peux dire juste, Catherine, dans 2 secondes, on a accès au toit au niveau du code très difficile légalement. Ça coûte une fortune au toit. Deuxièmement, nos toits ne répondent pas, comme vous avez mentionné, au niveau de structure et résilience. Troisièmement, on a trop d'équipements, des condenseurs, compresseurs, des équipements mécaniques au toit qui causent des problèmes de chaleur. Finalement, je vais donner à fond de et 6 règles, comment on peut transformer nos toitures au centre-ville. Toute une étude qu'on a faite il y a 3 ans pour le plan climat de Montréal 2050. Merci beaucoup pour cette réponse très, très rapide. Donc, peut-être une chose à explorer dans le futur. En tout cas, je vous remercie tous les 4 pour un excellent webinaire. Moi, ça m'a amené plein de questions. Donc, merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite bon appétit à tous et bon après-midi. Et puis, on a un autre webinaire la semaine prochaine avec un autre de nos collègues, Fabiano Armelini. Donc, si ça vous intéresse, allez voir dans le site de 4.0 et vous trouverez toute l'information. Donc, encore une fois, merci d'avoir organisé ça pour nous et puis de nous avoir fait part de vos résultats de recherche. Donc, merci tout le monde. Merci, au revoir. Merci tout le monde. Merci, bye-bye. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.